Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Baïm Kendi, je suis consultant en insertion professionnelle. Vous êtes sur le podcast et le média Massingu. En fait, moi, mon but, c'est d'aider les cadres à comprendre le sens du travail et le marché du travail, mais pas que dans le terme d'un métier ou d'une fonction, mais dans sa globalité. Aujourd'hui, j'accueille un grand ami à moi qui s'appelle Ousmane Traoré. On s'est connus sur les bancs de Sciences Po Paris. C'est vraiment, je suis très 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 content et vous allez le sentir dans mon émotion. Je suis content de l'avoir, il est là aujourd'hui avec nous. Euh, je préfère qu'il puisse se présenter afin que vous sachiez qui il est, pourquoi il est là et aussi sur quoi on va aller par rapport à ce podcast. Ousmane, je te donne la parole. Tu peux nous dire déjà qui tu es et pourquoi tu es là aujourd'hui aussi. D'accord. En premier lieu, merci Mbaï de me faire l'amitié de m'accueillir dans ton podcast. C'est la première fois que je vais parler publiquement sur un sujet professionnel, sur un podcast. Deuxième chose, bonne année à tous. Ouais, La santé, c'est le plus important. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Pour me présenter assez rapidement, moi je suis entrepreneur à impact aujourd'hui, où l'idée c'est que j'ai vocation à accompagner les entrepreneurs à impact dans leur recherche de financement public, privé. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, essayer de me mettre à la place de l'entrepreneur et être avec l'entrepreneur. C'est d'ailleurs pour ça que ma structure qui s'appelle Studio Finance Domé, à l'origine c'était uniquement Domé, qui veut dire ensemble en soninké, langue maternelle. Et ensemble, pourquoi? Parce que mes clients pourront en témoigner, je me donne corps et âme avec eux. C'est-à-dire que j'ai les mêmes problématiques qu'eux et je vais plus loin que le simple fait d'aller uniquement chercher de l'argent ou résoudre des problématiques stratégiques. L'idée, c'est vraiment même dans mon business model, comment je conçois la manière de travailler, c'est être au même niveau que mes clients, qui sont des partenaires en fait. Ok. Comment t'es venu l'idée de monter cette structure, enfin ce business? C'est quoi l'histoire? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça fait depuis aussi combien de temps que tu y pensais? Il y a eu un déclic naturel, c'est-à-dire que sur mon parcours professionnel, j'ai travaillé à la région Île-de-France dans le financement d'entrepreneurs. Ça allait de la TPE à l'ETI. À la fin de ce parcours, j'ai dirigé une task force pendant le Covid qui s'appelait PME Covid, où l'objectif c'était d'accompagner des entreprises qui proposaient des produits et services pour lutter contre le Covid. Toujours dans la région Île-de-France? Toujours à la région Île-de-France. Okay. Et en parallèle de ça, moi j'avais entamé un process de recrutement pour un studio d'innovation durable qui s'appelait Possible Future à l'époque. Et il s'est réactivé à la sortie du Covid, ce process. Okay. Donc à cette époque-là, après le Covid, du coup j'avais fini mon parcours après 2 ans et 3 ans. Je l'ai rejoint. Et pendant 2 ans, 3 ans, l'objectif c'était de lancer des produits et services à impact social et environnemental positif. En France, et j'ai eu la chance aussi de faire des missions en Afrique, où j'ai fait les premières missions du studio en Afrique, les 2 premières missions. Et ce studio d'innovation durable, il a tellement bien fonctionné qu'on s'est fait racheter. On s'est fait racheter par un grand acteur du conseil en France. Et ça allait très très bien pendant 1 an. C'était business as usual. Ça allait très bien. Après, il y a eu des sujets d'intégration. Tout le monde a, on va dire, pas trouvé chaussure à son pied dans cette culture d'entreprise. D'accord, ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu un micro-incident, on va dire. Donc, j'ai signé une clause en partant. Du coup, j'en dirai pas plus. Oh, t'inquiète. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais voilà. Et ça m'a amené, en fait, à entamer une réflexion où j'avais, en fait, en parallèle, plusieurs process de recrutement. Qui n'ont pas abouti. Et il y a vraiment une raison, un des derniers process qui m'a fait cogiter, en fait, où c'était un process pour un poste en Afrique. Et en fait, j'ai senti la personne qui était en train de me juger moins compétente que moi. Ah ouais. Ouais, là, pour le futur poste, j'ai dit bizarre. Non, c'est même pas ça. Je me suis dit, j'ai passé l'âge. Franchement, j'avais la flemme de rentrer dans des process de recrutement de nouveau, des entretiens, essayer de convaincre des gens, venir en mode période d'essai, te donner à fond ou laisser paraître une partie de ta personnalité qui n'est pas forcément toi. Et j'ai toujours eu ce sujet de
de ne pas m'être donné à fond dans le monde de l'entreprise. C'est ce qu'on dit, mettre le masque. Et en plus, quand on est dans les process de cadre, souvent les process sont longs. C'est pas une interview. C'est des fois il y a ça, des fois il y a des tests, des fois c'est. Je comprends. Et surtout, le sujet, c'était de me dire, depuis tout petit, ça c'était mon côté un peu 9-3 et je l'assume. C'est pas l'entreprise à mon père. C'est une autre énergie en fait que tu mets. Tu sens que tu as un rapport professionnel, mais tu as ce dépassement de fonction qu'on te demande dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut que de l'autre côté, en fait, il y a un change. Soit c'est de la reconnaissance, soit c'est pécunier. Et si c'est les deux, c'est parfait. Mais il y aura toujours une limite où tu vas toujours te donner à 80%. Et je dis pas, par respect pour mes anciens employeurs, que j'étais pas à 100%, ça c'est une réalité. Ça, je l'assume. Mais le 80%, voilà. Et ce petit 20%, ce dépassement de fonction, il vient quand tu as quelque chose en plus que le contrat de travail qui vous lie. C'est ça. Et inconsciemment, moi, ça a toujours été ça. Je me suis dit, bon, le jour où j'aurai mon entreprise, là, je vais me donner à fond et on va voir ce que ça va donner. Et donc, c'est dans ce cadre-là, un rachat. Je trouve pas ma place dans la culture d'entreprise. Je vais partir. Et quand je pars, j'ai une réflexion. Je me dis, je vais mettre sur la table tout ce que je sais faire. C'est-à-dire toutes mes compétences. Depuis le BEP Vente Action Marchande, en passant par le bac marketing, à Sciences Po Paris, les 3 premières années de collège universitaire, le master, l'alternance, mes expériences pro, je vais tout mettre sur la table. C'est ça. Attends. Parce que là, tu vois, c'est important. Moi, j'ai un parcours atypique par rapport à Sciences Po, mais toi, non. Je sais pas si les gens, s'ils ont bien compris. Parce que des fois, quand on se dit Sciences Po Paris, on ne parle pas des autres Sciences Po, on parle de Sciences Po Paris, l'IEP de Paris, l'Institut des études politiques de Paris. D'habitude, on dit c'est bac général, plus. Là, Ousmane, et c'est aussi pour ça qu'on a collé ensemble, 9-3, déjà, tu peux dire d'où c'est, parce qu'il y a 9-3 et 9-3. Hein. Tu aurais pu dire Rincy, hein, mais c'est pas. C'est pas loin. C'est le 9-3, j'ai un ami, en plus, c'est un Congolais. Ouais. Il a fait souvent notre cité. Nous, à ma cité, ça s'appelait Daniel Casanova. Ouais. Et Casa, quartier chic. Et tu sais, dans la perception que tu as de toi-même, c'est intéressant de mettre des mots importants. Pourtant, on était la cité la plus délabrée de la ville. Mais lui, il disait tout le temps Casa, quartier chic. Et ça a forgé une mentalité, en fait, de perception de nous-mêmes qui était différente. Et pour revenir sur mon parcours scolaire, c'est classe de 3e, en classe de 3e. Ça. Je suis dans la... Si on revient vraiment à la genèse de cette histoire, j'arrive à la rentrée pour rentrer en 3e. Il n'y a pas mon nom sur les affiches. Tu sais, à l'époque, tu arrivais, il y avait ton nom dans les classes dans laquelle tu étais, dans la classe dans laquelle tu étais. Tu allais voir ton nom et tu allais dans ta classe. Et là, moi, je vais voir le principal adjoint et je lui dis, monsieur, il n'y a pas mon nom. Il me dit, oui, monsieur Traoré, c'est normal. Allez voir le principal. Du coup, j'arrive, je vais voir le principal et je rentre dans son bureau, toc toc. Monsieur Traoré, oui, il n'y a pas votre nom sur les affiches. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire cette année? Et je lui dis, comment ça? Il me dit, est-ce que vous allez travailler ou vous allez faire le boxon comme les années précédentes? Ah ouais. Ça veut dire que moi, là, septembre, je dis, non, je dis non, l'année, c'est l'année du brevet. Je vais travailler, je veux mon brevet et je vais être sérieux. J'étais un élève, en fait, qui avait des très bonnes notes, mais j'étais avec mes amis en classe et c'était très bien comment ça se passe. D'accord, ok. Voilà. Et donc, je lui dis, je vais travailler cette année. Il me dit, d'accord, dans ce cas-là, je vais vous mettre dans une classe où vous allez travailler. Ok. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans la classe, en fait, j'appelle ces classes-là les stratégies d'évitement. C'est des classes qui sont dans des lycées, des collèges publics ou même des lycées, où en fait, les parents qui ont conscience du système scolaire, que leurs enfants ont des options, notamment latin, notamment allemand, ou par la force des choses, tu es regroupé dans une classe avec des élèves qui ont un niveau, on va dire, assez élevé. Donc, j'arrive dans cette classe-là en 3e. Et là, pareil, je fais une première analyse et je me dis, bon, j'ai envie de travailler, mais pareil, j'ai pas envie de travailler à fond. Par contre, il y a des matières où j'ai des facilités, où je suis bon et qui m'intéressent. Français, histoire,
je vais me donner à fond pour voir ce que je vaux par rapport aux meilleurs élèves du collège. Ouais. Matière où j'ai pas de facilité. Et à l'époque, c'était les maths. Tu vois, c'est hyper drôle parce que j'ai fini en finance. C'est ça. Je vais faire l'impasse. Je vais faire ce que je peux, mais je vais faire l'impasse. Je vais me donner à fond là-dessus. En fait, tu t'es frappé avant que je frappe. C'est ça. J'anticipe toujours un peu avant, voire deux dans l'idéal. Vas-y. Et du coup, non, je finis mon année comme ça. Et à la fin de l'année, tu vois, j'ai le brevet, il n'y a pas de problème. Le choix d'orientation. Tu vois, il y a l'orientation. Et dans l'orientation, il y a un passage qui est marquant. Il y a le conseiller principal d'orientation, il y a un conseiller d'orientation qui vient dans la classe, qui nous dit qui veut aller en seconde générale. Moi, je vois tout le monde lève la main à peu près. Je lève la main aussi. Et il nous dit une phrase du style parmi vous, il y en a quelques-uns qui vont aller en pro parce que c'est comme ça. En mode statistique. Littéral, voilà. Peut-être que lui, de son point de vue, c'était statistique, mais moi, dans ma perception, c'est en mode je regarde autour de moi et je me dis en vrai de vrai, tu parles à moi là. Aïe. Je regarde autour de moi, je sais le niveau des élèves. Ouais. Et moi, par exemple, en troisième, j'avais 12,5 de moyenne. Genre, c'est pas dégueu, j'ai eu le brevet sans problème, etc. Je comprends. Mais dans les matières que j'aimais, j'avais plus un bon niveau, mais voilà. Ouais. Et en vrai, il y a aussi le choix qui vient aussi du côté de la famille. Quand tu as du soutien pour t'orienter dans le système scolaire, moi, mes plus grands frères, ils n'avaient pas fait de voie générale. Être potentiellement le premier à aller en général, mais j'avais pas la compréhension, j'avais pas toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce choix de manière éclairée. Et surtout avec le recul, maintenant que je suis père de famille, je sais que mon fils il fera jamais ce choix-là tout seul. Alors qu'à l'époque, c'est un choix que j'ai fait seul. Et du coup, je me suis orienté en bac marketing, BEP vente. BEP vente, ouais. Avant BEP le bac en 2 ans. Ouais. Et surtout, j'avais anticipé parce que j'avais choisi un lycée qui avait une première d'adaptation marketing. Parce que moi, je savais que je voulais pas rester dans la voie pro. Ok. Comment tu as fait pour trouver cette information? J'ai cherché. À l'époque, tu avais le site d'ONICEP. Ouais. Qui est très bien fait. Tu avais les CDI où tu peux aller récolter des informations. Tu avais les documentaires aussi, les documentalistes, pardon, au CDI qui donnaient aussi des infos parce que souvent, c'était des gens qui n'habitaient pas dans le 93 et autres, qui avaient une certaine vision du système scolaire. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon orientation. Ouais. Et quand je suis arrivé en BEP, au bout d'une semaine, pareil, convoqué chez le principal. Convoqué chez le principal, et il me dit qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? C'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as eu le brevet, tu as un bon élève, les profs, ils m'ont parlé de toi. En fait, au bout d'une semaine, les profs m'ont parlé de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Du coup, je lui explique mon parcours. Et il me dit, c'est dommage, tu peux pas te réorienter maintenant, mais finis ton BEP. Et nous, on a une première d'adaptation, on veut bien te garder pour faire le bac marketing après. Ok. Et c'est comme ça que je fais mon BEP. Et pareil, après le BEP, c'était cool sur certaines matières, mais sur d'autres matières, c'était infantilisant à mort. Tu peux donner un exemple? Je te donne un exemple. Hein. Il y a une matière, ça s'appelait vie sociale et professionnelle. Okay. Parce qu'on était amené à faire des stages pro. Et ils nous disent, faut vous brosser les dents, faut vous laver, faut vous brosser les dents, faut vous laver, et faut mettre du parfum quand vous allez en entreprise. Non. Je dis non. Bon. Franchement, si on avance, il y a d'autres matières vraiment qui sont hyper intéressantes parce que j'avais déjà, dès la première année de BEP, commencé à faire du droit, commencé à faire de l'économie. On avait aussi ces matières-là. Du coup, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on va dire. Certes, il y a des matières qui sont infantilisantes, mais il y a d'autres matières pour un esprit en formation qui sont hyper intéressantes de les côtoyer très tôt, parce que ça veut dire que moi, le droit et l'économie, j'en ai fait pendant toute ma carrière scolaire, entre guillemets. Et ça aide, ça aide beaucoup. Ça aide énormément à poser un cadre, en fait, dans le monde dans lequel tu évolues. Parce qu'on vit dans un monde où le droit et l'économie, en fait, ce sont des piliers. Si tu ne comprends pas le droit, ce qui régit la vie en société et les rapports économiques, je ne dis pas que tu ne peux pas t'en sortir, mais c'est toujours mieux d'avoir des bases dans ces matières-là. C'est clair. Donc, BEP, et en terminale, il y a un nouvel élève qui vient, c'est un de mes meilleurs amis de toujours, qui me dit, il venait de Drancy, lui. Et il me dit, Ousmane, toi, tu veux faire première d'adaptation, il y a un lycée dans ma ville, ils font aussi ça. Quand je fais mes vœux pour la suite, je mets en premier lieu mon lycée actuel, et en deuxième vœu,
ce lycée qui s'avère être Eugène Delacroix de Drancy. Ah, d'accord. Ok, je savais pas qu'ils avaient ça aussi. D'accord. Ah. Et je ne le savais pas non plus parce que moi, je voulais rester dans mon lycée actuel à Bondy. Ouais. C'était le lycée Léo Lagrange de Bondy. Ok. Ah, d'accord, je vois. Ok. Et donc, je fais mes vœux comme ça, j'ai mon BEP. Et moi, je reçois ma lettre en fait d'affectation. Je m'attends à voir Léo Lagrange, je calcule pas. Et je vois Eugène Delacroix Drancy. Je dis, hé, ils m'ont pas gardé. Non, c'est ça, ma réaction, c'est ils m'ont pas gardé. Rado. Bon, c'est une nouvelle aventure. Et en vrai, inconsciemment, c'était pas plus mal parce que, tu sais, moi, pour aller à Bondy, j'habite à Rosny, je prenais le bus 143 à la gare de Rosny. Ouais. Et je descendais au pont de Bondy et je prenais un autre bus qui m'amenait à mon lycée. Wow. Et le bus, il continuait tout droit. Et pour ceux qui connaissent le pont de Bondy, tu as une espèce de faux plat montant où tu vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Exactement. Et moi, j'étais trop curieux. Même une fois, j'étais arrivé en retard parce que j'étais resté dans le bus pour aller de l'autre côté. Aïe. Après, je suis revenu de l'autre côté. Bon, c'était le BEP, tu vois, arriver en retard à l'époque. Tu ne pouvais pas te permettre ça. Et du coup, quand j'arrive à Drancy, je prends toujours le même bus, mais je vais beaucoup plus loin. Oh. Et du coup, je vais à ce lycée-là. Et ce lycée-là, je me dis, pour le coup, là, Ousmane, donne-toi à fond. Ça, c'était la première d'adaptation. Il n'y avait que des élèves comme moi qui venaient de BEP. Et je me disais, ouais, donne-toi à fond. On va voir ce que ça va donner. Et là, vraiment, élève studieux. Pendant 1 an, je travaillais à fond. Et à la fin de la première année, il y a mes profs qui viennent me voir. C'était ma prof principale, Magali Destock. C'était ma prof principale qui me dit, t'as un très bon niveau. Nous, notre lycée, il est conventionné avec Sciences Po Paris. D'accord, ok. Pendant l'année de terminale, elle m'explique le process. Tu peux participer en fait à un module. Ça se passe au lycée, c'est tous les mardis. Tu dois rester après les cours. C'est de 16h30 à 18h30. Et tu passes. Elle m'explique le process, à savoir, tu avais les notes du bac qui comptaient, ton dossier scolaire, tu prépares ton dossier, tu passes devant le jury au sein du lycée pour l'admissibilité. Ensuite, tu vas à Sciences Po, tu as les épreuves à Sciences Po, tu remplis aussi le dossier là, pendant les vacances. Je ne sais pas si tu te souviens, tu remplissais un long dossier sur ce que tu veux faire. Un peu ta lettre au Père Noël là, à l'époque. Oh, bah, très, très bien. Voilà, tu fais tout ça et elle m'explique le process. Et moi, je me suis dit, bah, je viens déjà de loin en fait. Je fais 1 heure de trajet, rester 2 heures de plus, ça va rien changer à ma vie. Ça me coûte rien de le faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait le module Sciences Po. Avec du coup, le prof qui s'en occupait, c'était Monsieur Morel. Monsieur Morel qui était très impliqué. Et c'est en arrivant à Sciences Po quand je comparais les modules et je me rendais compte qu'eux, ils nous faisaient faire des choses supérieures à ceux qui avaient fait d'autres modules en fait. Parce que c'est les profs qui étaient saisis de ça. Nous, typiquement, ils nous avaient fait venir en fait des. Je connais pas le terme, mais c'est pas une comportementaliste, pardon. C'est une personne qui nous avait filmé sur la prestation à l'oral. Et ensuite, il nous faisait des remarques, en fait. Quand tu parles, tu bouges tes mains, tu as des tics, etc. Tu vois, nous, on avait eu vraiment une vraie préparation. Ah ouais. Préparé aux épreuves. Nous, c'était pas comme ça, hein, mais... Nous, c'était la street. Moi, je viens pour que les gens sachent, moi, c'est Aulnay-sous-Bois. 93 aussi, mais lui, c'était un 93, on dirait... Ça va, hein. Fantastique. Moi, je t'ai dit, franchement, avec du recul, j'ai pas à me plaindre du 93, d'où je viens. J'ai pas à m'en plaindre. Ouais. Et... j'ai fait ce module. Ouais. Et après, je me suis présenté à Sciences Po, j'ai eu le bac. Et très, très belle anecdote, j'ai rencontré à l'époque, parce que j'avais oublié d'imprimer des papiers, etc. Et j'ai rencontré Mohamed Mebarki. Ah oui, d'accord. Ah, déjà. Déjà, c'était le jour de notre entretien à l'oral. Et lui aussi, il avait oublié d'imprimer des papiers. Et il y a un appariteur qui nous a amenés dans une salle pour imprimer nos papiers. On a imprimé, c'était nos notes du bac, je crois qu'on avait oublié les impôts. C'est ça, ouais. Et après, on se dit, vas-y, bah, salam, bon courage, frérot. Je pars de mon côté, et je fais mon entretien à l'oral, ça se passe bien. Il y a les résultats, il est donné pendant l'été. Il donne les résultats pendant l'été, moi, j'y vais. Moi, quand je sors de l'entretien, j'arrive dans ma cité, je dis aux gens, je suis pris. En fait, quand tu fais un entretien, tu sais si c'est bon ou c'est pas bon, parce que c'est une question d'énergie. Tu sais si tu as envoyé la bonne énergie et si elle a été reçue de la bonne manière comme toi tu voulais l'envoyer et si elle t'a été retournée de la bonne manière. En tout cas, moi, c'était ma perception des choses.
Ah, t'as raison, mais moi, j'avais pas. À cette époque-là, je pouvais pas penser comme ça. Ah non, moi, en fait, si tu veux, j'avais tellement passé d'entretiens, tu vois, c'est là où le BEP, c'est intéressant. Parce qu'en BEP, Ouais. tu fais des stages. C'est-à-dire que tu fais des Ah, vrais entretiens. Et moi, ça. j'avais fait mes stages à Jiffy à l'époque. Avec Hmm. la directrice du magasin s'appelait Magdalena, je crois. Je connais son prénom, mais c'est une femme de l'Europe de l'Est. Tu vois, elle était très, sans tomber dans les clichés, mais voilà, l'entretien, c'était carré. Carré, ouais. Donc, et surtout, quand tu es à Jiffy, tu es confronté aux vrais gens. Tu vois, quand tu es en rayon, tu es avec des vrais gens de tous les jours, tu dois les conseiller pour de vrai. C'est pas de la fausse. Donc, C'est ça, pas de la fausse, entre guillemets. C'est ça du donne réel. déjà l'intelligence émotionnelle. Tu anticipes déjà les comportements, tout ça. Exactement. C'est-à-dire que les entretiens, ça me faisait pas peur. Parce que voilà. Et quand j'arrive dans ma cité, je leur dis, je suis pris. Eux, ils me regardent de haut, ils ne comprennent pas. Tu vois, même mon grand frère, il ne connaissait même pas Sciences Po, il me dit, ouais, c'est quoi ça, etc. Et maintenant, il y a les résultats. Je me rappelle, les résultats, c'est le soir ou à 18h, un truc comme ça. Ouais. Moi, j'étais dans ma cité, on joue au foot. Moi, je suis pris dans ma tête, on joue au foot. Je rentre chez moi, je dors. Je dis, je regarderai ça le lendemain. Je sais que je suis pris. Je me réveille le lendemain, je me rappelle, je prends mon ordi, je vais voir la liste des résultats. Là, mon cœur, il commence à battre quand même. Ah, là, J'ai beaucoup parlé. T'as intérêt à ce que ça se passe bien. je te jure. Et on est dans le salon, je regarde, je vois mon nom. Je suis pris. Date de naissance, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a beaucoup de Traoré. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je suis pris, je suis dans le salon, tu connais Famille Nombreuse. Je dis, hey, j'ai été pris à Sciences Po. Les gens, ils me regardent comme ça, je continue à regarder la télé. Mais non. Mbaye, je te jure. Les gens, ils me regardent. Ils voient mes frères, pardon. Ils ont le café là, café au lait, ils sont en train de regarder les dessins animés. Je dis, hey, j'ai été pris à Sciences Po. Tout le monde me regarde comme ça. Ils se retournent, ils ne me calculent même pas. Personne ne me calme. Mon grand frère, pareil, je lui dis, je sors dehors, je lui dis, hey, j'ai été pris à Sciences Po. Parce que lui, il habitait dans le quartier en bas. J'ai été pris à Sciences Po. Il dit, ouais, c'est bien. Ah, c'est ça donc. Vous ne connaissez pas en fait. Oui. Ah, première réalité. Les gens ne savent pas ce que c'est. C'est ça. Et même moi, j'ai découvert l'existence de Sciences Po comme ma prof principale. Elle m'en a parlé à la fin de la première année. À la fin de ma première année, je me suis dit, ah ouais, ça existe. Je l'entendais dans le rap. On n'a pas fait Sciences Po, etc. Mais on n'a pas la curiosité d'aller cliquer, etc. On va. Du coup, quand on en parle, là, l'été, l'été de la première, j'étais allé chercher, j'avais compris ce que c'était. Voilà. J'avais compris que c'était une institution, la création, le pourquoi du comment. Je me suis dit, oh, c'est quelque chose de solide. Entre guillemets, c'est vraiment solide. Et mon frère, par exemple, pour te dire, il a pris conscience de ce que c'était. C'est quand une ancienne camarade qui était avec moi, du coup, au collège, lui dit, là, ton frère, il est pris dans un truc de ouf. Et là, il est venu, il a dit, ah, c'est un truc de ouf, il m'a offert un téléphone. Oh, ah ouais. Il m'a offert un BlackBerry à l'époque. Mais non. Félicitations. En plus, BlackBerry, c'était le téléphone, parce que c'était l'époque où Obama venait d'être élu. Voilà. Et c'était le premier président avec un BlackBerry. Tu vois, tout le monde était là en mode, si t'as ça, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Obama, c'est 2008 et nous, on rentre en 2010. 2010. Et du coup, voilà, on arrive à Sciences Po. Et à Sciences Po, c'est la semaine d'inté, pour moi, qui définit à peu près ta trajectoire, entre guillemets. Ouais. Parce que là, tu arrives, tout le monde est mélangé. Et du coup, tu as toutes les voies d'admission à Sciences Po. Tu as les CEP, tu as ceux qui ont fait le parcours, les concours. Tu as ceux qui ont eu mention très bien. Tu as ceux qui ont eu la voie internationale, qui étaient à l'étranger. Et tu es mélangé dans ce groupe d'inté. Et tu t'en souviens, tu fais une semaine ensemble avec des exposés, des débats entre vous. Des sorties. Et à la fin, voilà. Et à la fin, tu as des débats entre toute la promo quasiment. Je me rappelle bien. Et moi, toi, comme je kiffais les débats, etc., j'avais participé. J'avais participé aux débats et j'avais kiffé. J'avais kiffé les débats. Je l'avais éteint, le mec qui était en face. C'était des coups. Non, facile, Mbaye. Franchement, sans me vanter, je sais quand je suis bon sur un domaine et je sais quand je suis pas bon dans un domaine. Mais là, t'as dit aujourd'hui, c'est bonjour. Faut parler. S'il faut parler, si c'est de la rhétorique, s'il faut convaincre les gens, fais-moi confiance. En vrai, pourquoi ? Parce qu'en fait, convaincre, ça nous vient de la composition familiale, d'après mon analyse. Parce que tu as une famille nombreuse, 21 frères et sœurs, frérot. En plus, moi, du côté de ma mère, je suis le dernier. C'est-à-dire que tu dois avoir des arguments. De ouf. Tu ne peux pas t'imposer par la force physique. T'es le dernier, frérot.
Tu dois avoir des arguments, tu dois être rationnel, tu dois montrer que ce que tu proposes, ça vaut mieux que ce que tes grands frères proposent. Et quand tu es dans ta famille, on te donne cette confiance de dire, bon, c'est le plus petit, mais ce qu'il dit, c'est censé, on lui fait confiance. Bah, c'est une forme de confiance que tu as et que tu portes en toi. Parce que tu te dis... Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, mais parce que tu me fais penser à une question. Je suis totalement d'accord avec toi. Et juste pour mettre un stop, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que des fois, ils ont eu du retard dans leur vie ou ce qu'ils ont fait, ça ne sert à rien. Mais là, quand même, toi, tu as fait BEP. On est en France. BEP, Sciences Po. La réussite, elle est déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Si avec du recul, qu'est-ce que tout ce que tu as vécu avec les BEP, tout ça, t'ont apporté pour être, par exemple, convaincant à Sciences Po, pour avoir cette fameuse résilience dont on parlait en off? Voilà. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté, en fait, déjà, pour rentrer à Sciences Po? Parce qu'après, il y a la suite. On va creuser après. Ça m'a apporté quelque chose que je ne pouvais pas nommer à l'époque. C'est justement, je ne sais pas si tu te souviens, le cours inaugural qu'on a eu, c'était Gassam Salamé qui l'avait donné. Gassam Salamé, c'était en quoi? On avait eu un cours, je me rappelle, c'était à 20h, de 20h à 21h. Ah oui, pardon, oui. Conférence inaugurale, en fait. On a une... Et du coup, il avait donné cette conférence et il nous avait donné un terme. Il avait dit, ce qui est le plus important, c'est la fongibilité. Il avait défini ce terme, je ne connaissais pas. Il avait dit la capacité que tu as à prendre des connaissances que tu as acquises dans un autre domaine et à les transposer dans un autre domaine. Tu vois, et quand il a dit ça, j'ai pu mettre un terme sur ce que j'avais fait de manière inconsciente. Parce que moi, je réutilisais toujours ce que j'avais appris en BEP. Tu vois, par exemple, ma présentation à Sciences Po, j'avais travaillé à l'époque sur Dubaï et j'avais fait la comparaison entre Dubaï et un produit que tu mets sur le marché. Et en BEP vente, il y avait, quand on lançait un produit, on disait que le produit devait répondre à plusieurs critères. Et c'était résumé à travers l'acronyme SONCAS: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Et on t'expliquait que les gens acquièrent un nouveau produit ou un service pour ces 6 raisons-là. D'accord. Et du coup, j'avais fait le parallèle et j'avais montré que Dubaï, ça répondait à tous ces critères-là pour rassurer les investisseurs, les gens, etc. Et du coup, j'avais compris que je réutilisais en fait ce que j'avais appris au fur et à mesure. Et quand il a mis le terme, je ne vais pas te mentir, je ne le connaissais pas. Ça m'a permis en fait de mettre un terme sur ce que je faisais de manière inconsciente. Du coup, ce que j'ai appris et ce que j'ai pris de mon parcours, c'est que j'ai tout pris en fait. J'ai jamais rien laissé sur le bas-côté. C'est ça. Et j'ai toujours tout réutilisé. Tout a eu un sens en fait. Exactement. Même en off, on parlait des pièces du puzzle. En fait, tu as les différents éléments et après, c'est les opportunités de la vie qui te donnent l'occasion de les placer au bon moment, au bon endroit. Mais tout ce que tu as emmagasiné, en fait, tu vas pouvoir le réutiliser. Après, c'est à toi d'avoir la clairvoyance de te dire, OK, là, je ne suis pas obligé, en fait, parce que je suis à Sciences Po, de mettre de côté ce que j'ai appris au bac STG et en BEP et de dire, ça a une valeur intrinsèque et je peux le réemployer, le réutiliser. Mais, oui, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi. Et la deuxième chose, c'est que tu ne fais jamais rien tout seul. Moi, sur mon parcours, encore une fois, je revalorise beaucoup d'éléments. L'éducation qu'on a reçue, après coup, maintenant que je suis père de famille, c'est là-dedans que je vais puiser. Parce que je sais que ça m'a permis en fait, d'avoir des éléments pour m'en sortir. Ensuite, le deuxième élément, c'est on a beau vilipender, critiquer le système scolaire français, à raison sur certains aspects. Mais derrière ce système, il y a des hommes et des femmes qui font ce métier par vocation et qui, quand ils aperçoivent un élève avec du potentiel, ils l'orientent de la meilleure des manières. C'est-à-dire que certes, à un moment donné, on m'a donné ma chance parce que ça commence à partir de la 3e. C'est-à-dire qu'on m'a donné ma chance de m'exprimer parmi les meilleurs. Après, j'ai fait des choix. Ensuite, il y a d'autres professeurs qui m'ont permis aussi de poursuivre ce parcours-là. Et ce parcours-là, tu ne le fais pas tout seul. Toi, tu es peut-être l'élément moteur du parcours, mais tu as d'autres personnes au bout d'un moment, quand toi, tu es essoufflé, quand toi, tu ne vois plus, entre guillemets, le bout du chemin, qui viennent et qui éclairent ta lanterne en fait, de nouveau et qui te remotivent aussi et te disent, OK, ça vaut le coup. Toi, quand j'étais en BEP, à un moment donné, je me suis embrouillé avec une prof, je ne sais plus pourquoi, mais c'était une matière importante, c'était une matière de vente. Et j'allais plus à son cours. Pourtant, je crois que c'était 8 ou 12 quand tu es... Oui, 8 ou 12. 12, ouais. Je sais même plus, mais j'allais plus à son cours. Et les gens me disaient, mais tu as raté le BEP. Je dis, non, on est en embrouille. C'est une mentalité bête. Je disais, on est en embrouille. Et elle m'a dit, si tu veux que je te réaccepte dans mon cours, il faut que tu t'excuses.
Tu connais, mentalité de quartier. Je dis non, c'est mort. Je vais plus à ton cours, je vais redoubler, je vais refaire le BEP, c'est pas grave. Mais non. Et à l'époque, je suis allé au BEP avec deux amis à moi de Rony. Ouais. Et il me dit, ouais, Osman, tu vas rater le BEP, etc. Et ma prof principale, c'était une amie de cette prof-là. Pareil, les profs, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, vas-y, va t'excuser. Allez, je me suis excusé, j'ai réintégré la classe, j'ai eu mon BEP. Tu vois, ça tient à rien. Tu vois, l'ego mal placé, des fois, ça peut te faire des parcours qui. C'est ça. Pareil, en bac STG, pareil, j'avais fait une dinguerie au jury du bac. Je les avais insultés. Au jury du bac. En fait, c'est quoi? Vous avez insulté? Non, laisse ça. Je ne les ai pas insultés directement. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai travaillé sur un dossier, tu sais, en bac marketing, un dossier à présenter. Ouais. Et je me suis mis avec 2 amis à moi. Ok. J'ai fait 80% du boulot. Et quand je présente à l'oral, je me rends compte que j'avais pas imprimé le bon dossier, etc. L'entretien, encore une fois, je te parle d'énergie. Moi, je sens quand il y a une bonne énergie, ça se passe pas bien. Et je leur dis, entre guillemets, mais vraiment, je leur dis, ça me casse les couilles. Et je me lève, je pars. Non. Ah. Et ça, c'était la veille des vacances. Il y avait des vacances juste après. Ah ouais. Et donc, moi, je suis parti pendant 2 semaines. Je suis en mode, c'est bon, j'ai raté mon bac. T'as dit, ça me casse les couilles au jury. C'est fini, normalement. Ouais. Non, pareil, là, encore une fois, les profs, ils ont rattrapé le coup. Ils sont allés voir le jury, ils leur ont expliqué ma situation, que j'avais beaucoup travaillé, que même, pareil, moi, j'avais fini mon dossier, j'ai aidé les autres élèves, etc. Ils ont plaidé ma cause. Et ça s'est bien passé. Wow. C'est pour ça que je suis très humble dans mon parcours, où encore une fois, oui, tu as un parcours atypique, etc. Mais ce parcours atypique, je suis peut-être l'élément central, mais il n'aurait pas été possible, en fait, sans toutes ces personnes qui, à un moment donné, ont été un relais positif, en fait. Et c'est important de remettre en perspective ce parcours. Certes, j'ai ma part dedans, ça, je ne le nie pas, mais il y a ce gros pourcentage que je ne saurais quantifier qui vient des autres, qui vient de l'environnement, qui vient de ces relais-là, à qui aujourd'hui je rends hommage, en fait, parce que sans eux, tu ne peux pas arriver où je suis actuellement. Si tant est que je suis arrivé où que ce soit. Non, mais je comprends, t'es arrivé quelque part, quoi. mais si je retiens bien, en tout cas, déjà, premier enseignement, tout ce qu'on fait sert à quelque chose, un jour ou un autre. Toujours. Toi, quelque part, tu as su saisir les opportunités, mais tu es aussi parti chercher l'information, tu n'es pas resté comme ça. Et quelque part, je pense aussi que tu as dû te dire, comment te dire ça? Il y a peut-être un autre chemin que celui que je vois là, que tout le monde montre. Faut peut-être tenter autre chose. C'est pas parce que je suis là dans telle école que je peux pas tenter tel lycée. Ah, peut-être pas. Pourquoi pas Sciences Po? En mode, on y va, quoi. On teste. Ouais, c'est la mentalité et ça, je l'assume, de mec de cité venez, on y va. C'est ça. Tu sais, on nous dit, par exemple, on peut être dans une cité, on nous dit, il y a telle équipe de foot, elle est chaude dans tel quartier, mais venez, on va dans leur quartier, on va jouer contre eux. Ils sont forts, venez, on y va. Nous, on dit on est fort, eux, ils disent qu'ils sont forts. Venez, on va régler ça. Mais pas dans le mal, hein. C'est pas, on n'y va pas pour s'embrouiller. En fait, il n'y a pas de limite physique, en fait. C'est après que les limites physiques, elles viennent. S'il y a des embrouilles entre quartiers, tu peux pas aller, etc. Mais au départ, quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, on te dit un tel est fort, tu vas voir par toi-même, en fait, s'il est vraiment fort. Tel est fort, tu vas voir. Et cette mentalité-là, j'ai toujours gardé. Quand les profs, ils me parlent de quelque chose, je me pars du principe que si eux, ils m'en parlent, c'est qu'ils ont analysé avant. Ils ne sont pas venus me voir au bout d'une semaine comme en BEP. Ils sont venus me voir 1 an après. 1 an après, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps d'observer au bout d'1 an les 3 trimestres, si je tiens la cadence, si vraiment je commence très fort. Parce que moi, j'ai tendance à commencer très fort et à m'essouffler. Là, bon, après 1 an, on a évalué qu'ils pouvaient postuler au module. C'est même pas à Sciences Po ou quoi que ce soit. D'abord, le module. Et après, dans le module, c'est pareil. Est-ce que tu tiens? Est-ce que tu fais tes preuves? Parce qu'encore une fois, tu vois, quand tu commences l'année en septembre, beaucoup de gens sont motivés. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'érode tout seul. Il y a un écrémage naturel, en fait, c'est la motivation. C'est ça. Toi, tu as dû le voir aussi de ton côté. Oh oui. Surtout même quand on était... parce que moi, j'allais à Sciences Po et j'adorais aussi aller à la fac de mon frère. Ok. Et tu vois, en septembre, il n'y a même pas de place. Dès que tu arrives vers novembre, mais il y a de la place. C'est vraiment, tu vois, même à Sciences Po, c'était comme ça. Il y a de la place. Et c'est la motivation, c'est le sens. Et puis, il faut aussi que les gens trouvent le sens dans les études qu'ils font. Ça peut aider beaucoup dans le reste du parcours. On parlait de Sciences Po, justement. Donc là, du coup, tu rentres à Sciences Po. Et là,
c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi les moments de doute? Je sais qu'à un moment, tu as été aussi convoqué. Ouais. Tu as dit une fameuse phrase et... Ouais, c'est... ça, c'est important parce que beaucoup de gens, cette phrase, ça peut jouer. En fait, les gens, des fois, quand ils vont renoncer à quelque chose, ils ne se rendent pas compte à quoi ils vont renoncer derrière. C'est pas que des études ou un taf, mais ça peut être à beaucoup de choses. Donc, je te laisse dès qu'à ce moment-là, on va mettre un petit stop. On est au moment, du coup, on t'a parlé de la semaine d'intégration. Yes. Le débat, ça se passe bien. Voilà. Même les premières notes, ça se passe bien. On a les premiers galops. Tu vois, on arrive. Galop d'essai, c'est ce qu'on appelle les midterms, c'est des examens de... Ouais, c'est les examens, c'est les premiers partiels, c'est les partiels, pardon. Ouais. Du coup, les galops, ça se passe bien. C'est-à-dire que il y a économie. J'aime bien l'éco parce que je t'ai dit, j'en ai toujours fait. On a quoi? On a institution politique. Institution politique. Pareil. Moi, c'était du droit constitutionnel / j'ai déjà fait du droit moi depuis le BEP. C'est-à-dire que ça se passe bien. Et là, c'est juste que on t'apprend la constitution de tous les pays du monde. Mais ça se passe bien parce que c'est du par cœur aussi d'une certaine manière. Il y a histoire où j'ai aucune méthode sur la dissertation. Après, le prof, il faisait dormir. Hein. Enfin, tu te rappelles celui on va pas manquer de respect, mais on va dire que faire l'histoire du 19e siècle le lundi matin à 8h en amphithéâtre, tu vas la première fois parce que t'es nouveau. Tu vois, Je ne te demande pas de confirmer, mais moi, je me rappelle. Parce que je vais dire. Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent aller à Sciences Po. Il y a des choses qu'il faut qu'ils comprennent que c'est normal. Déjà, le cours est à 8h. Ah. Toi, tu viens de loin, tu as fait déjà la guerre dans les transports, tac, t'arrives. Après. Pour arriver à 8h à Saint-Germain-des-Prés, tu sors à 6h45. Hein. Exactement. Et le gars, il est là, dès le matin. Déjà, il regardait que sa feuille. Alors, l'histoire du. À un moment, je me dis, il va lever sa tête, il va changer, il va sortir une blague. Non 2 heures comme ça. Mais les gens, ils dormaient à la fin. Mais tu vois, et c'est là où t'es dans un autre monde. Pour avoir une autre forme de concentration, une autre forme de piocher, une autre façon de piocher les informations. Mais moi, je me rappelle ce cours-là, c'était plus dans... Comment dire, t'avais les amphis et des TD, là. Enfin, TD, on me disait un autre terme. Les conférences. Les conférences, merci. Aux conférences, ça allait. Mais les TD, le gars, quand il parlait, moi, je disais, mais... En fait, quand il parlait, après, je voyais des mangas, je voyais d'autres choses. Ah non, mais moi, ce que j'avais lu sur lui, c'est que c'était un crack. Non, on remet pas en cause. Après, la pédagogie, c'est autre chose. Tu peux être un crack dans ton domaine, mais transmettre ton savoir, c'est autre chose. C'est ça. Moi, je sais que les moments qui me faisaient sursauter, tout ça, c'était les moments où il passait des extraits. Parce qu'il passait des extraits vidéo, de la musique, des fois, pour illustrer des fois son propos. C'est des moments où aussi tu sursautes, ça veut dire qu'avant ça, tu étais en train de faire autre chose. On va rester correct. On va rester là, mais non, mais faut voilà, comprenez que c'est normal d'être un peu ailleurs. Faudra juste trouver d'autres techniques. Ça veut dire, des fois, vous entendez avec des amis. Il y en a qui vont vous résumer ça. Il y a plein de façons de travailler, de reprendre les techniques et le contenu du cours, quoi. Vas-y, je te laisse. Non, du coup, les premières notes, ça se passe bien. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, et c'est après coup que je mets ce terme dessus, parce qu'à l'époque, je le conscientisais pas comme ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Où ça te rattrape à un moment donné. Tu te dis, moi, ça a toujours été tout droit. J'avais jamais doublé de classe auparavant. J'avais certes fait une bifurcation par rapport à la voie générale, mais j'avais jamais doublé de classe, etc. Et à un moment donné, tu te dis, c'est trop facile. Et tu commences à te matrixer toi-même, en fait. Je vois très bien de quoi tu parles. Je vois très, très bien. Tu commences toi-même, en fait, à te poser des questions. Tu te dis, c'est pas possible. C'est ça, Sciences Po. C'est-à-dire que je viens d'où je viens, je comprends, je suis pas à la ramasse. Et tu vois, cette matrice-là. Et je sais que ça se passait bien, mais par exemple, toi, sur les fondamentaux, j'avais pas validé certains fondamentaux au premier semestre. Ensuite, l'année, elle se poursuit. Au second semestre, tu as des nouveaux fondamentaux que je kiffais. Tu vois, tu avais socio, macroéconomie. Macro, ouais. Et tu avais socio, macro et sciences politiques. Sciences politiques. Ouais. En fonction du prof, c'était soit de la philo, soit autre chose. Mais non, c'est ça aussi qui était un peu. Il y a des trucs où c'est la même matière, mais en fonction du prof, c'est inégal. C'est-à-dire que t'as pas le même, t'as pas la même matière. Ça a le même intitulé, mais le prof, il l'incarne de manière différente. C'est pour ça, c'est important de se parler entre potes. Parce que des fois, vous allez être isolés, vous allez croire que la dinguerie, il n'y a que vous
qu'il a vécu, mais en fait, vos potes aussi. Et ça, c'est l'erreur que moi, perso, j'avais pas fait. Je pensais qu'il n'y avait que moi dans ma dinguerie dans le monde, or qu'en fait, on vivait la même chose, nous tous. On en a déjà parlé, hein. Ouais, À Sciences Po, on était ensemble sans être ensemble. c'est ça. C'est-à-dire qu'on partageait les choses, mais sans les partager. Dans le sens où chacun avait aussi une partie qu'il gardait pour soi, de trucs qu'il voyait. Ouais. C'est chelou. Grave. Mais l'institution est tellement forte que tu n'oses pas. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a aussi un élément qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tu passes de la majorité à la minorité. C'est-à-dire que quand, dans mon parcours précédent, j'étais la majorité en termes d'élèves, en termes de sociologie, je faisais partie du groupe majoritaire. C'est ça. Là, tu passes tout de suite dans le groupe minoritaire avec une institution, avec des élèves qui sont en première année comme toi, mais tu as l'impression qu'ils sont chez eux. Exactement. Tu as l'impression qu'ils sont là depuis 10 piges. Exactement. Ils connaissent tous les ressorts. Ils te disent, moi, ça, c'est une antichambre. Moi, c'est l'ENA. Moi, c'est ceci. Ils se permettent de remettre en cause des profs qui sont capés quand même, en mode je pense pas la même chose, mais c'est pas une insulte. Tu as le droit de dire à quelqu'un je ne pense pas la même chose que vous. Ouais, mais nous, on a gardé ce rapport où c'est le prof, c'est le sachant. Mais exactement. Et là, on n'a pas capté qu'on était dans le monde universitaire et que ton avis valait autant et que ce qui comptait, c'était la manière d'amener ton avis en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'était juste des codes. C'est des codes. Mais c'est comme ces codes-là. Hein. C'est ce qui va faire vraiment que ça va être fluide ou pas pour toi. C'est hyper important ces codes. Et passons sur cette première année qui, tant bien que mal, humainement, ça se passe très bien. Scolairement, je te dis, ça commence comme ça et ça descend, ça fait que descendre. Au final, je rate ma première année de pas beaucoup en plus. Hein. Sur les fondamentaux, parce que tu as les rattrapages du second semestre, je rate pas de beaucoup de crédits. Ouais. Mais je retape ma première année. Là, c'est la première fois où je double une classe dans toute ma scolarité. Là, pareil. Tu vois, je retape. Nous, tu connais, c'est comme si tu étais en centre de formation et après la première année, on te garde, mais on te dit. Ouais, attention. On te garde après la première année du centre de formation, mais on te dit fais attention quand même. Exactement. À côté, voilà. Je repars pour une première année, une deuxième première année. Deuxième première année, j'ai exactement les mêmes résultats que le premier semestre de ma première année. Et pareil, du coup, je valide pas certains fondamentaux, j'en valide d'autres. Sur les 3, j'en valide pas 2, je crois, mais je valide exactement les mêmes. J'ai exactement les mêmes. Ouais. Et je suis convoqué dans le bureau. C'est à ce fameux moment-là. Et ce moment-là. Et je me souviens pas du nom de la personne, mais je sais juste que c'était une femme, grande, cheveux poivre sel. Je vois. Ouais. Et elle me dit d'entrée 1. Monsieur Traoré, on remet pas en cause vos capacités intellectuelles. C'est Sciences Po, peut-être que Sciences Po n'est pas fait pour tout le monde. Elle me dit pas peut-être, elle me dit Sciences Po n'est pas fait pour tout le monde. Mais on remet pas en cause vos capacités intellectuelles. Mais Sciences Po n'est pas fait pour tout le monde. Et là, quand elle me dit ça, c'est même pas à qui elle s'adresse en fait. Elle s'adressait pas à Ousmane Traoré, étudiant à Sciences Po. Elle s'adressait à Ousmane Traoré, mec de Casanova, 93, Rony-sous-Bois. Et moi, je l'ai entendu comme on va te virer. Bah oui, mais pas le niveau. C'est le langage diplomatique. Elle a mis les formes, etc. Voilà. T'as pas le niveau, on va te virer. et tout de suite après, et c'est là où tu vois la pression. Déjà, des fois, ils disent la pression du quartier, etc. Moi, c'était positif parce que je me voyais pas rentrer à la cité comme le mec, pareil, encore une fois, je reprends la métaphore footballistique, qui sort de centre de formation, qui n'a pas percé et qui va rester comme l'éternel espoir. Le mec qui allait là-bas, il n'a pas réussi, il n'avait pas le niveau. Tu vois, c'est ça. Ils ne savent pas comment ça se passe là-bas, mais ils voient que la partie échec en fait. Bien sûr. Je ne me voyais pas en étant ce mec-là. Ça, elle a piqué mon ego, mais d'une manière, elle ne peut même pas savoir. Et dans ma tête, je lui ai dit, mais toi, de manière polie, je l'ai insulté dans ma tête. Je lui ai dit, vraiment que vous allez me virer dans ma tête. Je lui ai dit, écoutez-moi, madame, là, il y a un second semestre qui commence. Je vais me concentrer sur mon second semestre. Et comme je connaissais la chanson qui avait des rattrapages, je lui ai dit, une fois que j'aurai validé mon second semestre, je vais me concentrer sur mes rattrapages. Et après, je me suis concentré sur mon second semestre avec ce truc de vous n'allez pas me virer. Et c'est pour ça que j'ai un train de survie tout le temps. Je ne voulais pas me faire virer de Sciences Po. C'est soit moi, je pars de moi-même, je valide le collège universitaire et je vous dis ciao, je pars, mais il est hors de question que vous me virez. Et du coup, je repars, second semestre, ça se passe bien, rattrapage,
Je passe en conditionnel parce qu'il me restait l'histoire encore à valider. Ça, c'est un sujet de méthode. J'ai des connaissances, mais je n'ai pas la méthode. Du coup, il faut charbonner pour attraper la méthode. Je passe en seconde année. Deuxième année, ça se passe bien. Troisième année, je la fais à la Ousmane, on va dire. On se fait. Enfin, troisième année, c'est, faut dire, c'est l'année où tu peux, tu l'as fait à l'étranger. Ça, c'est une année de stage, pardon. Voilà, soit des stages, soit un séjour universitaire. Moi, je l'ai fait à la Ousmane. Je l'ai fait à la Ousmane. Master, c'est là où il y a le choix du master, c'est aussi important. Parce que le choix du master, je me dis, soit il y avait le master marketing. Je me dis, soit je vais en master marketing, et là, c'est mon terrain de jeu. Je sais que j'étais très très bon en marketing. Tu vois, on parlait de l'année où on passait le bac en marketing, et même tu vois, on avait parlé de nos notes, et je t'avais donné ma note au bac marketing. Tu as dit, mais tu te rends compte que tu es un des meilleurs élèves de France en marketing. De fou, parce que moi aussi j'avais fait un bac STG mercatique, comme il disait. La note que tu as eu, c'était incroyable. J'avais eu combien? Mais tu m'as dit, tu te rends compte que la moyenne nationale, elle était de 8, je crois, sur cet examen. Ouais, à notre époque, en tout cas, je sais que c'était en tout 10. Je me rappelle très très bien. Je me rappelle très très bien, parce que déjà, moi, j'avais eu 12, j'avais dit, voilà, mais quand tu mets ton tout, je dis, En plus, cet examen, je m'en souviens très bien parce qu'il était vraiment difficile. Mais parce que, pour le coup, il faisait appel à toutes tes connaissances. Voilà. Mais je crois, de mémoire, je crois que tu avais au-dessus de 17, un truc comme ça. C'était un score... Faut que je retrouve. Incroyable. Ouais. Et je me dis, bon, soit tu vas en marketing, soit... À l'époque, moi, je voulais faire... il y avait relations internationales. Oui. Mais j'ai parlé à un élève de Sciences Po, pour le coup, une fois que j'y étais, qui m'a dit, là-bas, c'est le chômage. Il m'a dit, si tu n'as pas des relations pour devenir diplomate, etc., ça ne sert à rien d'aller là-bas, parce que nous, on n'a pas les relations pour pouvoir percer ensuite. Stop. Tu vois comment ça, c'est important? C'est pas parce que tu as un diplôme, parce que ça, je le vois beaucoup. Moi, dans mon métier où je fais beaucoup d'insertion, il y a beaucoup de gens qui pensent, c'est bon, j'ai le diplôme, c'est fini. Non, c'est le début de la guerre. Et des fois, ton diplôme, c'est pas parce que c'est une grande école qui va te donner quelque chose derrière. Il y a le réseau, il y a aussi ce que tu as fait. Vous êtes 20 000 personnes qui ont les mêmes diplômes là. Pourquoi je te prendrais toi? Il faut que, je sais pas, soit tu as fait un stage de fou, soit tu as des relations incroyables, mais ce n'est pas parce que tu as fait un diplôme, et pourtant, on parle de Sciences Po quand même. Hein. C'est pas une petite institution. Hein. Mais lui, il a dit, tu vois, encore une fois, tu es parti chercher l'information, il t'a dit, voie de chômage. Et c'est vrai, moi, j'avais même un prof qui était diplomate, dis-toi bien, diplomate. Il dit, relations internationales, bon, faut qu'on parle. C'est ça qu'il m'a dit, faut qu'on parle, mais pas... Non, mais parce que en plus, les cours m'attiraient, toi, la géopolitique, c'est intéressant. Bien sûr, c'est super intéressant. Mais quand tu regardais les métiers, pareil, être diplomate, qui ne sait pas rêver en tant que diplomate, qui ne sait pas régler à imaginer, qui ne sait pas rêver à régler les problématiques mondiales, tu vois. Bien sûr. Mais il m'a dit, frérot, si tu n'as pas les relations pour trouver les stages à l'ONU, etc., dans ces institutions-là, tu vas aller au chômage. Grave. Tu vas aller au chômage ou tu vas devenir prof, ou tu vas enseigner la matière. C'est ça. Mais tu te rappelles même, on avait un gars qui était 2 années, je crois, en haut de nous. Il avait trouvé un stage. C'était un gars aussi CEP comme nous. Il avait trouvé un stage à l'ONU. Et il est passé dans le Parisien, je crois. Il y a un article de presse. Oh non, il a trouvé un stage à Sciences Po. Bravo, tu vois. Pour montrer à quel point c'est même pas évident. T'as Sciences Po, mais c'est pas évident, tu vois. Pourtant, ça a été créé pour ça à la base. Ouais. Mais vas-y, je te laisse continuer. Et donc, il y avait aussi, du coup, Finestrat. Et je me souviens, pour le coup, pareil, il disait, ouais, tous les CEP, vous allez en Finestrat. Et moi, finance et stratégie, ouais. Finance et stratégie, pardon. Ouais. C'est normal, il y a finance dans le terme. Mais non, mais de manière... tu viens d'une famille nombreuse. Encore une fois, je reprends la métaphore footballistique. C'est comme si là, tu dois signer ton premier contrat pro, toi, ta post-formation. Tu vois, tu dois... Là, c'est le moment décisif. Le collège universitaire, c'est ton socle. Là, c'est la post-formation. Tu dois signer ton contrat aspirant, on va dire. Si on fait le parallèle, aspirant pro. Il y a le terme finance dedans. Je fais un calcul très simple. Je me dis, il y aura de l'argent au bout là-bas. Oui, bah c'était. De toute façon, stratégie. C'était les deux masters qui finançaient le mieux. C'était droit des affaires, je crois, droit économique. Il y avait droit économique et finance stratégie. Et pareil, j'avais regardé aussi, Sciences Po, ils font des études sur l'insertion professionnelle des étudiants. D'accord. Ouais. Et du coup, j'avais regardé aussi ça. Et le master finance et stratégie, c'est celui
qui permettait aux étudiants de trouver un emploi le plus rapidement possible. Je crois que tu avais un truc de... Tu avais 20% des élèves qui trouvaient un emploi avant même d'être diplômés. C'est-à-dire que lors de leur stage de fin d'études, ils avaient déjà une proposition. Et ensuite, dans les 6 mois, quand tu étais diplômé, tu en avais 50 à 60% qui trouvaient un poste. C'est-à-dire qu'au total, entre avant la fin de tes études et les 6 mois après tes études, tu avais entre 70% et 80% des élèves qui avaient une offre d'emploi en CDI. Ah ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et comparé à d'autres masters aussi, c'était un des taux les plus élevés. Et ensuite, tu as, c'est pas les 6 mois, c'est dans les 1 an, tu avais 90% de la promo qui avait un emploi. Du coup, moi, mon rapport, c'était ma phobie, c'était après, je me dis, ouais, il faut être diplômé de Sciences Po, c'est ne deviens pas un chômeur de Sciences Po. C'est-à-dire, il ne faut pas Sciences Po pour finir au chômage. J'avais cette hantise-là aussi, toi. Toujours cette, regarde, il ne s'est pas fait virer de Sciences Po, il a fini Sciences Po, mais il est au chômage. Du coup, je me suis dit, non, vas-y, fais ce choix-là. Et en plus, à l'époque, il y avait finance et stratégie, et moi, je voulais aller en stratégie. Ok. Il y avait la mention finance en deuxième année, et en gros, la première année, c'est un socle commun, pareil, et ensuite, dans la deuxième année, tu choisis soit option finance, soit option stratégie. Et moi, je voulais aller en stratégie parce que je pensais que j'étais bon dans cette... Et la première année du master, du M1, ça confirme. Ça confirme le fait que j'ai une appétence pour la stratégie. La finance, c'est global. Tu fais toutes les finances possibles et imaginables. La matière qui faisait hyper peur, c'est finance de marché. Franchement, c'est la première fois à Sciences Po, à cet examen-là final, où j'ai vu des élèves, j'ai dit, tout le monde galère. non, franchement, c'est la première fois un examen à Sciences Po où je regarde la tête des gens quand on ouvre la feuille. Et là, ça va être chaud pour tout le monde. Tout le monde fait des têtes bizarres. Tout le monde fait des têtes bizarres. Moi, il faut attendre 1 heure là. À partir d'1 heure, tu peux sortir. 1 heure, c'est sorti. Je te dis, moi, je fais l'impasse en fait. Ça sert à rien de te bloquer dans une salle pendant 4 heures. Je suis sorti, je suis allé faire autre chose. J'étais dans la cour, je parlais avec les gens. J'attendais les gens qui sortaient, je dis, mais toi, t'es resté longtemps quand même. Et après, quand tu regardais la note, tu dis, mais t'as fait tout ça pour ça. Mais après, c'est bien. C'est bien. Mais, à fond. Mais moi, j'ai fait l'impasse. Et en finance et stratégie, 90% de la promo fait une année de césure. Ok. Ça, je savais pas. Ok. C'est la norme. Tout le monde fait une année de césure. Les profs, ils nous disaient, la césure idéale pour un élève en finance et strat, c'est faire 6 mois d'audit et 6 mois en cabinet de strat. Parce que moi, je voulais faire stratégie. Ok. Du coup, je me mets à postuler. Et je me dis, bon, moi, j'ai quand même, par rapport aux autres, j'ai quand même BEP, bac marketing, j'ai des choses sur mon CV. Et je postule dans les mêmes cabinets d'audit que les mecs de Finestrat. Du coup, les Big Four. 0 réponse. Bizarre. Pendant pratiquement 1 an, je trouve pas. Et du coup, j'élargis mon scope, mais moi, par contre, je refusais de postuler en dehors de ça, en fait, dans ces cabinets-là. Parce que je partais du principe que j'étais comme eux et je postulais dans les mêmes boîtes qu'eux. C'est aussi simple que ça. Donc là, toi, tu as inversé la statistique des 80%. Pourtant, c'est devenu... Avec le recul, je sais que si j'avais postulé ailleurs avec Sciences Po, j'aurais trouvé un stage. C'est ça. C'est important que tu le dises. Mais de moi-même, je l'assume. Je me dis, pourquoi eux, ils sont pris dans ces cabinets-là et moi, je ne suis pas pris. Pourtant, si on compare nos CV, parce que je me souviens très, très bien, tu sais, en première année de Sciences Po, il y avait un stage de terrain à faire. Et ce stage de terrain, quand tu as déjà travaillé, tu es dispensé. Et moi, je faisais partie des rares élèves à avoir été dispensés parce qu'on avait travaillé avec quelques personnes. Il y avait Allah aussi, non, Allah, il avait fait le stage. Allah, il avait bossé avant. Allah, il bossait chez AXA. Il avait bossé, il était chez AXA. Non, il y avait Rachel. Elle avait bossé. Oui, Rachel. Je vois. Du coup, moi, je savais que j'avais déjà sur mon CV, j'avais déjà quelques lignes, des références. J'avais plus de... En BEP, tu fais 2 fois des stages, en première année et en terminale. Et c'est des stages de plusieurs... le premier, c'est 4 semaines. Et le deuxième, je crois, c'est 2 mois. C'est-à-dire que c'est quand même des trucs solides. Et loin, l'été, je travaillais. Tu te rappelles, l'été, je travaillais, j'étais chef d'équipe. Voilà. Tu mets ça comme expérience pro, plus tu as validé le collège universitaire de Sciences Po, tu as validé ton M1, tu cherches une césure, ça devrait y aller.
pas de réponse. Pour être honnête, j'ai eu des entretiens. Ça s'est très bien passé, c'était dans une banque. Elles ont choisi quelqu'un d'autre. C'est comme ça arrive, tu vois, dans un process. Ouais, tu peux pas mettre. Le deuxième, c'est de ma faute. C'était pour une grosse boîte du CAC 40. Et en vrai, j'y suis allé à reculons. Et tu sais, quand t'as pas la bonne énergie, pas la bonne motivation, ça se sent. Trompé de chemin. Tu t'es trompé de chemin, non? Non, moi, je fais la part des choses. Je mets pas tout sur le système, je mets pas tout sur les biais. Je fais la part des choses. Mais tout est une question d'énergie. Franchement, j'y suis allé à reculons. C'était une bonne boîte du CAC 40, mais c'était pas un truc qui m'intéressait. Ah, okay. Vraiment, mais je me suis dit, vaut mieux ça que rien. J'y suis allé et vraiment, je me rappelle, j'ai pris le métro et c'est comme, tu sais, c'est un métro où tu dois bifurquer. Tu sais, tu as les métros qui vont dans deux directions et tu dois regarder sur le métro pour savoir dans quelle direction tu dois aller. Ouais. Et inconsciemment, je sais pas, je suis monté dans le premier métro, je me suis trompé de chemin. Quand d'arriver, j'avais une demi-heure de retard. Il m'appelle, vous êtes où, monsieur Traoré, on vous attend. Je dis, je suis en chemin, j'arrive. Après, finalement, il me rappelle. Je leur dis, est-ce qu'on peut, reprogrammer l'entretien? Ils m'ont dit oui, ils m'ont plus jamais rappelé. Ils t'ont dit oui, mais pas quand. Ils m'ont dit ouais, t'inquiète, on va reprogrammer. T'inquiète. Ils m'ont plus jamais rappelé. Au final, j'ai dit, c'est pas plus mal. J'avais même pas la motivation de venir déjà d'une. C'est ça, je comprends. Et au final, du coup, je fais quasiment 10 mois sans stage. Ah ouais. Et à la fin de ma première, du coup, de cette première césure, j'ai un entretien. Parce qu'en même temps, je découvre un secteur, c'est l'impact investing. C'est en gros investir dans les entreprises en cherchant une performance financière et un impact sur la société, sur l'environnement positif. Waouh, ok. Et depuis le lycée, je m'intéressais au commerce équitable. Oui, parce que tu voulais faire un master dans le développement durable à la base. Exactement. Et aussi, moi, j'étais un petit bobo d'avant l'heure. Je mettais des VEJA, tout ça. J'étais sous VEJA dès le lycée. Je m'en rappelle. Ah là là. et je découvre ça, j'ai un entretien et ça se passe bien et ils me prennent. Ils me prennent. Mais moi, je leur dis pas que je suis en césure, genre galère. Du coup, maintenant, il faut avoir des conventions. Et j'envoie mes conventions à Sciences Po. Et c'est là où le directeur de master dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an, lui? Moi, j'envoie un message, je suis très clair. Je dis, soit vous me validez ma césure, soit j'arrête. Déjà d'une, sans expérience pro, je galère. Mais je vais pas venir finir mon master pour galérer avec un master. Je vais partir travailler, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais mon plan, moi. Moi, avec mon diplôme de collège universitaire, je pouvais aller à la fac, faire un autre master, tu vois, me trouver un job, il n'y avait pas de problème. C'est déjà bien d'avoir un diplôme de collège universitaire de Sciences Po. J'ai pas le master. Ouais, bien sûr. Et c'est une assistante pédagogique ou une secrétaire qui dit, soyez gentil, il a réussi à trouver un stage, validez-lui son année de césure. Je repars comme ça sur une 2e année de césure. Où je fais du coup stage 6 mois en France, 6 mois en Afrique, au Burkina Faso, toujours dans l'impact investing. Et à mon retour de césure, je me dis, bon, tu as quand même un trou sur le CV, il faut que tu fasses une alternance pour compenser. Ouais, ok. Et c'est là que le piège il se referme. Tu sais, je te dis, je voulais échapper moi à la finance. Pour faire une alternance, tu es obligé d'aller en option finance parce qu'il n'y a pas alternance en strat. D'accord, ok. C'est comme ça que je finis le M2 en alternance, option finance. Et du coup, tu vois, le marché financier là, où j'ai fui. Comme Desporuti, il dit, t'as vu, même Messi, il a fait forfait quand il se sentait pas. C'est-à-dire que, tu vois, si Messi lui-même, il se permet de faire forfait quand il se sent pas dedans, moi, j'ai fait l'impasse et j'ai fui cet examen-là. Mais maintenant, j'ai échappé au niveau 1, le niveau 2, il est là. Ousmane. Non. Il y a des batailles, il vaut mieux les mener quand elles se présentent à toi, parce que si tu les décales, elles vont arriver 2 fois plus énervées. Et vas-y, j'ai pas le choix. Je réussis à trouver une alternance. Ça, c'est parfait parce que l'alternance, on te paye. Je commence à avoir des sous. En plus, comme c'est Sciences Po, et les alternances, c'est par rapport à ton école, en fait. Tu as un grade par rapport à ton école. Et Sciences Po, c'est une grande école. Et vu mon âge aussi, du coup, la convention et l'école fait que je gagnais 1100 € en alternance. Elle était bien. 1100 €, dis-toi que dans ma famille, je faisais partie du top 10 des mieux payés. C'est une réalité économique. C'est comme ça.
C'est ça là. Tu vois déjà le shift, l'écart déjà entre ta famille, les gens que tu as connus, et là, si t'es pas bien conseillé, tu peux faire un syndrome de l'imposteur. Rien que ça là, tu peux dire non, c'est trop beau. Tu vas commencer à t'auto-saboter derrière. Exactement. Et je fais ça. Du coup, par contre, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en fait cette alternance, parce que même les cours, moi j'y allais en me disant là c'est les cours, dans la vraie vie vous allez voir. Mais en vrai tu as besoin des bases théoriques des cours. Hein. J'étais pas solide moi en finance et stratégie. J'étais bon en stratégie parce que c'était intuitif. Et on va pas se mentir, le conseil, il y a une part de personnalité et de capacité à faire passer tes idées. Et comme j'étais bon à l'oral, etc., ça jouait, mais il faut des bases théoriques solides. Et du coup, le fait d'avoir fait alternance, ça m'a permis le premier semestre d'avoir les mêmes cours que tout le monde, mais le second semestre, comme les élèves en M2, ils vont soit en stage de fin d'études, soit en séjour universitaire, les alternants, on était 8, je crois, dans ma classe, 8, 10 maximum. Et on avait des cours renforcés. C'est-à-dire que c'était de la finance approfondie, c'était du corporate finance, c'était du private equity, c'était de la gestion de patrimoine. Et à 8 dans une classe, avec des profs qui sont vraiment excellents. Il y a juste des profs en private equity. Je crois un cours comme ça, là. Eux, je leur ai pas donné l'heure pendant tout le semestre. Pourquoi ? Vraiment, hein, je suis hautain, je le dis, ils travaillaient à la Société Générale. Non, je vais t'expliquer. Moi, dans ma mentalité, Société Générale, vous vous êtes fait voler je sais pas combien de milliards par Kerviel, et vous allez venir m'apprendre la finance. Non, je vous écoute pas. Franchement, je les ai pas calculés pendant un semestre, et je te montrerai mon bulletin qu'ils ont mis. Ousmane n'a jamais répondu à nos sollicitations malgré nos propositions d'adapter la notation. Eux, ils pensaient que c'était une question de niveau, etc. Je dis, mais non. Les mecs. Et à côté de ça, moi, j'avais des profs. Ils étaient à Lazare, Rothschild, etc. C'est eux, je vais les écouter. Mais vous, les gars, vous êtes fait voler je sais pas combien de milliards par Kerviel, vous venez m'apprendre la vie? Non, c'est mort. Moi, je suis un mec de cité. C'est comme si tu me dis, Mbaye, un tel, il s'est fait voler par un tel, et il vient me donner des leçons de comment il faut faire le business. Je vais dire non. Toi, Société Générale, t'as pas vu que c'était aussi une grande banque qui existe depuis je sais pas combien de temps? C'est ma mentalité, t'es bête. Des fois, c'est comme ça, c'est avec le recul. Je sais que voilà, j'étais très hautain et très bête. Et ma mentalité de l'époque, c'était celle-là. C'était en mode, les gars. En plus, c'était un cours en alternance. On avait c'était des cours on avait cours le soir, je crois 19h, 21h. Tu vois ces cours-là. Oh là là. Après une journée de taf ou. Ouais. Non, parce qu'en plus, le rythme de l'alternance, c'était lundi, mercredi en entreprise, jeudi, vendredi, t'as cours. Et c'était jeudi, vendredi, t'as cours, et c'était un cours 19h, 21h sûr, parce que il faisait nuit quand je sortais. Je dis, les gars, vas-y, je vais faire l'impasse. J'ai pas besoin de vous. Pas besoin de vous. Sincèrement, je peux m'en sortir sans vous. Et du coup, cette alternance-là, avec ces cours renforcés, ça m'a permis, en fait, de rattraper, en fait, mes bases théoriques, en fait. En finance, poussée, corporate finance, stratégie de marché, etc., etc. Et mon alternance, à la fin de mon alternance, avant de finir mon alternance, ma femme, du coup, elle m'envoie une offre d'emploi à la région Île-de-France, et je postule, et j'ai l'offre avant même de finir mon alternance. Du coup, l'alternance est un an, et du coup, je pars au bout de 10 mois, et j'arrive sur mon premier poste, du coup, en juillet ou en août, un truc comme ça. Parce que je l'ai accepté, parce qu'encore une fois, j'avais la phobie d'être au chômage après Sciences Po. C'est ça. J'avais trop peur de ça. C'est-à-dire que j'ai accepté direct. Je me suis fait avoir sur les négociations comme tout le monde. Ça, c'est ton sujet, parce que ça aussi, tu vois, on n'est pas préparé sur les négociations salariales. Quand tu sors étudiant, tu n'es pas préparé à négocier ton salaire. Tu ne sais même pas qu'on peut négocier. Tu sais même pas qu'on peut négocier. C'est surtout ça. Tu sais pas. Mais c'est pareil dans le monde du travail. Pareil quand tu signes ton premier contrat en maison de disque ou footballeur. Ça, là, cette partie. Et ça, c'est le truc que personne va te dire. Si tu n'es pas entouré, encadré, on va pas dire que tu peux le faire. On va pas dire comment tu peux le faire. Et c'est un droit, en fait. C'est un droit. Et que vraiment. Et que aussi ça, je le dis parce que je l'ai vu dans ma carrière. Des fois, même si au niveau du salaire, parce que des fois, ils n'ont pas la possibilité de te mettre beaucoup, mais tu peux négocier tellement autre chose et pas du télétravail. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes que tu veux négocier. Et ça, c'est pour ça que c'est important de savoir déjà qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à donner à une entreprise avant de chercher à savoir ce que tu veux prendre.
Et là, la négociation, elle sera bien. Moi, j'ai jamais réussi une seule négociation salariale. Aïe, aïe, aïe. Jamais. Mais c'est un vrai sujet parce que moi, je pense que c'est un sujet culturel. Parce que je pars du principe qu'on m'offre un emploi et pas en plus négocier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je rigole parce que c'est vrai, j'ai fait aussi la même erreur. J'ai fait la même erreur. Moi, je sais que mon premier stage, l'un de mes premiers stages, c'était consultant en recrutement. Parce qu'il y avait une mission sur l'Afrique et puis je savais pas ce que je voulais faire. Donc je m'étais dit, tiens, je vais être dans le recrutement, comme ça je vais étudier plein de métiers. Et je sais qu'à l'époque, on m'avait payé 600 € et le ticket resto de. Je sais plus, c'était incroyable. C'était 15 €. Un truc. Mais pour moi, c'était. C'est la vie, tu vois ce que je veux dire? T'es étudiant, tout ça, tu vas à Paris, tu commences à. Tu show off, tu vois, comme on dit. Tu vois? Pour manger le midi. Tant que t'es bien. Que demande le peuple? Et bien sûr. Et puis là, j'avais un tas d'amis. Parce que quand tu repars à la cité, donc 15 € là, ça vaut beaucoup, hein. Là-bas, ça vaut beaucoup. Un grec, c'est 5 €. Et c'est ça. Tu peux inviter tes 2 meilleurs amis avec toi. Oh, laisse tomber. Mais, et après, tu vois, c'est un cabinet allemand. Je vois un autre allemand qui vient, comme moi, tout ça, avec un accent, bonjour, tout ça, machin. Et il me dit, je sais pas, lui, il a une facilité de parler d'argent. Je dis, tu vois, il me demande, alors toi, ça va, tu t'en sors bien, ils t'ont bien mis? Je fais, mais bien sûr, moi, je suis assistant. Tu vois, comment je suis? Il fait, ah bon? Il fait, ben moi, ils me payent 1000 €. Et c'était avant 2014. Donc, c'est pas les 1000 € d'aujourd'hui, là. 1000 € en tant que stagiaire. Je dis, quoi? Déjà, mon cerveau, il bug. Ça fait comme Canal+, quand t'avais pas Canal+. Déjà, ça commence à crypter. Et puis, l'autre baf, c'est quoi? Il m'a dit, non, mais ils l'ont aidé à trouver un logement étudiant. Oh là là. Et moi, je savais pas qu'en fait, ça pouvait aller loin. Pourtant, mon papa... Des stagiaires. Je te dis, pourtant, mon papa était cadre à France Travail. Et tu vois, c'est là aussi, des fois, le rapport parents, tout ça, des fois, ils ont des choses, ils en parlent pas, soit parce qu'ils sont fatigués, soit c'est parce que c'est évident. Je lui dis, je raconte ça. Moi, j'étais déjà en mode Black Panther. Comment ça? Voilà, comme il est blanc, tu vois. Donc j'arrive devant mon papa. Et lui, il se pose comme ça, parce qu'il était cadre à Pôle emploi. Il a fait AMP Pôle emploi France Travail. Il se pose calmement. Il dit, mais c'est légal. Tu peux tout demander. Tu peux me demander qu'on te rembourse des factures d'électricité. Ouais. Tes frais de transport. Et là, dans ma tête, j'ai compris que, tu vois, des fois, il y a des cultures qu'on n'a pas. Comme tu as dit, il y a des cultures, il y a des informations qu'on n'a pas. Et que le travail, c'est pas simplement, oui, merci, tu me donnes un travail. Non, et moi, je vais travailler. Hein. C'est un échange. C'est un échange. Il faut que ce soit un beau mariage. Comme ça, là, on va aller loin ensemble. C'est là où, tu vois, faut pas sécher les cours de marxisme. Parce que le marxisme, c'est important. Parce que, tu vois, si j'avais été plus attentif, moi, je comprenais leur doctrine, mais je comprenais pas l'application. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le sujet aussi. Parce qu'en fait, c'est un marché de l'emploi. C'est ça. Un marché de l'emploi. Toi, t'offres ta force de travail sur le marché de l'emploi. C'est ça. Et eux t'achètent ta force de travail. C'est ça. Et le système t'a fait croire que c'est eux qui t'offrent un emploi alors que c'est toi qui offres ta force de travail concrètement. Mais bien sûr, c'est ça. Ce n'est que ça, en fait. Et pour avoir fait du recrutement, des fois, quand on t'appelle, c'est que même s'il y a eu 300 personnes, c'est que vraiment toi, là, franchement, il faut qu'on te recrute parce que sinon, on est mal, en fait. La réalité, souvent, c'est ça. C'est l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que maintenant, cette asymétrie d'information, il y a des personnes qui ont, sans parler de classe sociale ou quoi que ce soit, qui ont dans leur environnement proche des expériences qui leur permettent de se rattacher et de remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre à leur avantage. Exactement. C'est juste ça. Et de recomposer et d'avoir toutes les informations pour prendre une décision. Nous, on prend des décisions avec des informations partielles de ce qu'on a entendu à droite, à gauche, et on ne prend pas le temps de regrouper toutes les informations avant de prendre une décision éclairée. Parce que, encore une fois, on est dans ce truc de survie où on veut une offre d'emploi et on veut surtout un CDI. Direct. Ouais. Tu vois, on veut tout de suite signer. On veut signer. Comme ça, on se dit, j'ai sécurisé ça. Maintenant, une fois qu'on est en place, on dit, qu'est-ce que je peux gratter, entre guillemets. Et là, ça devient dur à gratter. Hein, vraiment. Et c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas un RH qui va t'accueillir dans son bureau, tu lui dis, hey, je me suis trompé sur les négociations salariales, je veux 500 € en plus. Ça n'existe pas, ça. C'est fini. Non. C'est fini. On va te dire, bah, moi, en plus, j'étais en CDD.
on va dire, bah, attends la fin de ton contrat. Si tu veux renégocier, attends la fin de ton contrat. Exactement. Entre deux contrats, là, tu peux négocier. Mais entre deux contrats, ne pense pas qu'ils vont te donner du 100%. C'est ça. Entre deux contrats, si tu as du 5-10%, tu es gagnant. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Ça dépend vraiment de l'environnement, du contexte macroéconomique. Parce que s'ils te disent, bah, toi, tu veux pas, il y a un jeune qui sort d'école comme toi, là, on va lui mettre le même salaire, lui, il va prendre aussi. C'est aussi parce que tu es en concurrence avec ceux qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Mais c'est ça, c'est la réalité, c'est la pure réalité. C'est pour ça qu'il faut savoir négocier, il faut comprendre en fait. Il faut comprendre que tu as beaucoup d'options et que c'est là aussi le label d'une école. Ou si tu n'as pas l'école, ce que tu as fait comme expérience dans le terrain, là, c'est là que ça peut vraiment jouer. Ou tu t'informes bien sur la personne, si tu as la chance, la personne qui va te passer un entretien. Ah, mais maintenant, je suis, quand je fais des entretiens pour des appels à projets, quand je postule en mon nom, je suis inspecteur gadget. Colombo, inspecteur gadget. Non, je prends vraiment le temps et j'ai vraiment conscience. Et des fois, je suis vraiment hautain. Je suis en mode, non, ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est normal. C'est cool, hein, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas assez. Au revoir. Et quand tu tiens cette posture-là, dans 80% des cas, on te rappelle. Bah oui, parce que là, on sent ta valeur. On sent que ce gars, il y a quelque chose. Et puis, c'est très humain. C'est ce qu'on disait aux gens qu'on accompagnait vers l'emploi. Qu'on dit, vous avez d'autres process de recrutement? J'adore dire cette phrase. On disait, même s'il n'y a rien, tu dis oui. Dis oui. Parce qu'ils disent, non. En fait, c'est pareil. C'est comme un footballeur. S'il n'y a qu'un club qui le veut, c'est pas pareil que s'il y a 15 clubs qui le veulent. Tu vois? Même si on ne sait pas. Vrai, tu fais monter les enchères. Et ça, c'est la base. C'est déjà la base. Donc, ce que tu fais même dans l'entrepreneuriat, c'est la base. C'est la base. Il faut montrer qu'on vaut quelque chose. Et il faut le montrer sincèrement. Ouais. Modulo, être capable de délivrer. Parce que tu vois aussi, si tu négocies un haut salaire, il y a des responsabilités qui vont avec. Et il faut délivrer derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être attiré que par ça. Parce que derrière, on va te demander à la hauteur du prix qu'on te paye. Parce qu'à la fin, on te paye et on va te demander une qualité à le rapport qualité-prix. L'employeur, il veut un rapport qualité-prix à son avantage. Toi, tu veux un rapport qualité-prix à ton avantage. Le plus intelligent, c'est de s'arrêter sur un juste milieu, faire tes preuves. Et c'est là où moi, les RH, ou genre, toi, tu vas prêcher pour ta paroisse. Je leur en veux de ne pas te montrer le chemin clairement. Te dire, on te recrute, on a un projet pour toi sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Si tu réponds à tel critère, c'est là où tu vas atterrir. Et ça, encore une fois, tu es trop livré à toi-même quand tu arrives. C'est à toi-même de comprendre, décrypter, se dire, OK, il y a tel parcours qui est possible, etc. Et malheureusement, il n'y a que aujourd'hui dans le conseil où tu as des tracks. Et c'est pour ça que les gens ils se disent, mais pourquoi les jeunes étudiants ils vont dans le conseil? Parce que les choses sont claires. C'est clair. Tu sais qu'il y a un track, tu sais que tu peux fast track, tu peux aller plus vite, tu sais que tu peux aller moins vite, tu peux aller dans la moyenne, mais au moins les choses elles sont claires. Et si tu te donnes à fond, arithmétiquement parlant, tu as ta récompense. C'est ça. Tu es en concurrence avec les autres juniors, mais au bout d'un moment, tu as ta récompense. Et moi, là-dessus, j'ai toujours fait l'impasse. Parce que j'aime pas la compétition comme ça. Non, d'ailleurs, à partir du moment où je passe un process qui est hyper long, stressant, une fois que j'arrive, tu as envie de t'installer, etc., regarder à droite, à gauche comment ça se passe. C'est un peu une mentalité de meneur de jeu. Tu as envie de regarder ce qui se passe sur le terrain, à droite, à gauche. Ok, lui, il a telle habitude, comme ça, c'est comme ça que je vais lui mettre le ballon, petit extérieur, intérieur. Là, je peux y aller tout seul. Crochet, je tire, lucarne. C'est clair. Mais voilà, tu as envie d'arriver, comprendre. Mais non, les gens, quand ils t'ont recruté, ils ont un besoin. Et des fois, on te demande d'être day one, d'être opérationnel. Mais de fou. Et tu as cette pression. Moi, je me suis jamais mis cette pression-là, mais de la période d'essai. Moi, la période d'essai, je fais comme si elle n'existait pas. À partir du moment où tu m'as pris, c'est que tu pars sur des a priori positifs. J'ai juste à tenir ces a priori positifs aussi longtemps que la période d'essai dure. Après, la période d'essai, tu fais ce que tu veux. C'est un rapport de force. C'est-à-dire que j'arrive, je lis le règlement, on me dit que ça se passe comme ça, je tiens mon rang. Si ça se passe plus bien, salut. On se serre la main, salut. Ah, moi, à partir du moment où tu me dis tu ne fais plus l'affaire, je vais jamais poser de problème. Je ne fais plus l'affaire, pas de problème. Il y a une voie de sortie, vous avez prévu une voie de sortie pour moi, c'est laquelle? C'est celle-là, c'est celle-là. Elle me convient pas. Ok. Là, on négocie, on parle. Mais sinon, à partir du moment où tu me dis Ousmane, on ne veut plus de toi, tu n'as pas le niveau, je prends mes clics et mes claques, salut. C'est pas la faute à mon père, je vais pas me battre pour vous. Je vais pas me battre pour rester dans un endroit où on ne veut pas. C'est la base. C'est clair, et puis ça finit mal.
pour avoir accompagné beaucoup de cadres, des gens qui commencent après à pleurnicher, à se mettre à genoux. Surtout qu'il y a beaucoup maintenant de managers sadiques. Quand tu fais ça, c'est fini pour toi. C'est vraiment fini. Ah, ils peuvent faire des plans pour pouvoir te faire partir. Ah oui. Faut même pas tomber dans ça parce que moi, j'ai toujours eu une hantise dans le monde professionnel. Hein. C'est que j'ai toujours montré 20% de ma personnalité. Le 80%, c'est Ousmane Traoré, c'est les gens qui me connaissent vraiment, connaissent, je suis un nerveux, tu vois, je peux mal parler, on peut en venir aux mains, tu vois, c'est-à-dire que quand je te parlais au départ, et même en off, je te disais, dans le monde du travail, tu as toujours ce masque-là qu'il faut tenir. Ça. Et des fois, tu es tenté, en fait, de laisser paraître un autre version de ta personnalité. Ouf. Franchement, ça m'est arrivé une fois, où j'ai vraiment failli, on va dire, montrer une autre facette de ma personnalité, où au final, j'ai décidé de rien faire, je suis allé dormir. On en avait déjà parlé. Je t'ai dit, j'ai reçu un message virulent, en plus à 20h, d'une personne où j'étais sûr et certain qu'en face de moi, il ne m'aurait jamais parlé comme ça, Mbaye. Oui, bien sûr. Jamais de la vie. Même, tu as vu, si dans ses rêves, il avait imaginé me parler comme ça, il se serait excusé en se réveillant. Mais tu as vu, même en dormant, même en dormant, s'il avait imaginé me parler comme ça, en se réveillant, il m'aurait envoyé un message. Ousmane, je suis désolé. Pourquoi non? C'est un rêve là où je suis désolé. T'inquiète. Mais du coup, quand j'ai reçu ce message-là, je me suis dit, bon, comment tu fais? Je suis allé dormir, j'ai pas réagi une fois. Le jour d'après, j'ai pas réagi. Et ça s'est passé. Toi, c'est passé. On m'a dit, oh, dans le monde pro, on peut pas faire ça. J'ai dit, oh, doucement. J'ai joué ma carte. On a trouvé une solution, je suis parti. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Ça, c'est important, ça. C'est encore un autre sujet à développer, puisque ce fameux masque, il y a aussi beaucoup de conséquences derrière, à la fois psychiques, psychologiques. Ouais. Ça, on en parlera, parce que même des fois, nos parents, qui eux ont dû faire ça beaucoup d'années, ils ont des répercussions, mais ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas forcément. Ou pour eux, c'est normal, comme aussi tous leurs potes, ils ont ça. Ouais. Et pour eux, c'est normal. Mais il y a beaucoup de choses. Ça sera plus tard. Ça sera plus tard. Le fait de normaliser ce qui n'est pas normal. C'est une vraie maladie. En fait, après, c'est facile à dire de notre position parce qu'encore une fois, Mbaye, toi, tu t'adresses à des cadres. Tu vois, tu as une position sur le marché, c'est sur un segment de marché qui est différent que d'autres. Le segment de marché des cadres, il a ses propres lois, il est régi par ses propres règles, ses propres dynamiques. Et des fois, c'est à ton avantage, des fois, c'est pas ton avantage. Il y a des moments où le marché, il est porteur pour toi. Il y a des moments où c'est pas porteur pour toi. Il faut aussi analyser le marché. Et moi aussi, si on peut finir sur ça, hein, parce que je vois que le temps, il défile. C'est qu'on manque de visibilité sur le marché du travail. Exactement. Tu ne peux pas te positionner si tu n'as pas de visibilité sur le marché du travail. Imagine que tu es une entreprise, tu vends un produit, mais tu n'as aucune idée en fait de tes concurrents, comment ils se positionnent, à quel prix ils se vendent. Et c'est cette assimilation d'information-là où, en tant que cadre, tu as besoin de visibilité. Et si tu n'as pas cette visibilité, des fois, la meilleure des places, c'est celle que tu as. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas aller chercher ailleurs pour l'ailleurs. Des fois, la meilleure des positions, c'est celle que tu as. Et c'est à toi de porter un autre regard sur la position que tu as. Et te dire, OK, d'accord, je ne suis pas si mal ici. Qu'est-ce que je peux avoir en plus? Qu'est-ce que je peux donner en plus pour avoir en plus? Parce que après, c'est ce que j'ai compris. Hein, dans le monde du travail, tu sais, à l'école, on nous a toujours appris, il y a les droits et devoirs. Il y a les droits et devoirs. Mais dans le monde du travail, tu as d'abord des devoirs avant d'avoir des droits. C'est ça. C'est-à-dire que le paradigme, il est totalement inversé. Tu dois d'abord donner, on valide que ce que tu as donné, c'est bon, que tu peux le répliquer, tu peux répliquer ta performance, ça on valide. Parce que donner une fois en one shot, on peut dire, oh, il a donné une fois, tu répliques la performance dans la durée, et là, tu attends. Et c'est quand, en face, tu n'as pas le retour escompté qu'il y a un décalage. Je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, on va arrêter là. On va arrêter là. Oui. Franchement, j'ai deux dernières questions. En tout cas, déjà, merci beaucoup. Merci à toi pour le plaisir. C'est important pour les gens comme nous autres qui peuvent venir de très loin, de comprendre des petites choses, des fois que c'est pas un problème, ça peut être une solution, que des fois, oui, c'est un problème, mais il faut agir comme ci, comme ça, comme ça. La dernière chose j'ai deux dernières questions, c'est déjà, avec tout le parcours que tu as, parce que maintenant, tu es entrepreneur, donc tu es dans l'autre côté.
de par ton parcours de vie, s'il y a un jeune, un Ousmane ou un Mbaye ou autre, ça peut être un Pierre, hein, qui nous regarde, je parle d'un jeune qui veut se positionner sur un emploi cadre, hein, quel conseil tu lui donnerais? Tu en as un, ou peut-être toi, tu en as deux, toi, plutôt. Si je dois faire simple, c'est jamais avoir peur de demander. Ouais. Tu vois, au pire des cas, on te dit non. Ouais. Et tu vois, par exemple, il y a LinkedIn aujourd'hui. Tu vois, faut jamais avoir peur de demander. Genre, c'est aussi simple que ça. Il y a une info que tu n'as pas, demande. Il y a un truc que tu veux, demande. Juste, tu sais pas en fait tu peux pas anticiper la réaction des gens en fait à leur place. Toi, tu vas imaginer des films, tu vas te dire lui, il est trop loin pour moi, lui, il va jamais me répondre, lui ceci cela. Juste demande. Si tu as un besoin et que tu peux pas le résoudre toi-même, demande. C'est vraiment le seul conseil. D'accord. Gros conseil, très important, notamment pour le réseau. Tu sais que le réseau, ça fait 80% d'une carrière. Hein. Tu peux être nul comme tout, tu as du réseau, tu t'en sors. Tu t'en sors très bien. Pour ce que je connais du marché du travail en France, toi tu dis 80%, moi je dis arriver à un certain niveau si tu es cadre, hein, c'est 90%. Hein. Exactement. Parce qu'en vrai de vrai, j'aime beaucoup cette expression, mais on va se calmer dessus, c'est que les gens, arrivés à un certain niveau, ils cherchent plus des compétences, ils cherchent un savoir-être. Exactement. Parce que les compétences, tu peux mettre le prix, tu vas les avoir. Par contre, le savoir-être, ils cherchent quelqu'un avec qui ils aiment collaborer. Exactement. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Et ça, c'est le réseau. Exactement. Les gens avec qui aiment collaborer, moi je le vois en tant qu'entrepreneur, si demain j'ai un besoin d'un de mes clients et que je ne peux pas couvrir ce besoin-là, je vais aller chercher dans mon réseau des experts. Et ces experts-là, c'est forcément des gens avec qui que j'apprécie, avec qui on s'entend, avec qui il y a une réciprocité aussi. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait, c'est que de la réciprocité. Et après, au bout d'un moment, tu as l'impression que c'est un cercle fermé, mais c'est uniquement de la réciprocité. C'est des échanges de bons procédés qui font que tu fais un deal avec une personne, il te renvoie un deal, tu lui en renvoies un, sans t'en rendre compte, ça fait 10 ans que vous bossez ensemble. C'est ça. Et les gens te disent, mais il n'est pas accessible. Tu dis, non, mais ça se passe bien avec lui depuis 10 ans. C'est ça. Et quand ça se passe mal, que tu cherches à aller voir ailleurs. Mais quand ça se passe bien, tu n'as pas de raison d'aller chercher ailleurs. Et si je finirais pour finir là-dessus, je ne nie pas le fait qu'il y ait des biais sur le marché du travail. Je confirme. C'est une réalité. Mais il y a des hacks. En ayant conscience de ça, quel chemin tu t'autorises à avoir pour contourner ces biais-là? Voilà, exactement. Parce qu'on ne peut plus être au stade de dire oui, mais il y a des biais, il y a ceci, il y a cela. On n'a pas besoin de les nommer, on les connaît. C'est toi, en connaissance de cause, avec ce que tu as à disposition, comment tu assembles tous ces éléments, toutes ces ressources que tu as à ta disposition pour contourner ces biais, pour arriver à ton point d'arrivée. Parce que tu sais que tu vas arriver là-bas. Tu sais, c'est ton objectif. Mais on t'a mis des obstacles. Soit tu t'arrêtes aux obstacles, soit tu les contournes et tu arrives à ton objectif. Mais c'est bien, on les connaît. Il n'y a plus besoin de revenir là-dessus. Nous, on est une génération qui, nos parents, nos grands-parents pour certains, ils les ont connus. Ils t'ont transmis un savoir. Tes parents t'ont transmis un savoir. Toi, maintenant, avec tous ces éléments, tes grands frères t'ont transmis un savoir. Tes grandes sœurs t'ont transmis un savoir. Avec tous ces éléments à ta disposition, comment tu traces ta route en prenant en compte ces biais-là, en prenant en compte ces obstacles-là? Exactement. On ne peut pas faire fi de ces obstacles-là, ils sont existants, on n'a pas besoin de les nommer. Mais prends-les en compte dans ta matrice originelle pour pouvoir, quand ces obstacles se présentent, savoir comment les dribbler et avancer quand même, continuer ta route. Totalement d'accord. Et en parlant de ça alors, si les gens veulent te retrouver, où ils te retrouvent? C'est quoi? Faut passer par Instagram, par site internet? C'est quoi? Dis-nous tout et je mettrai en description. Uniquement sur LinkedIn. Ouais. Et on me retrouve pas, c'est moi je trouve les gens. Parce qu'en fait, j'ai le loisir de choisir avec qui je veux bosser. Ah, d'accord. Franchement, moi, je résume tu sais, mes neveux, ils me disent souvent, Ousmane, ouais, tonton, toi, ça va pour toi. Je dis, ouais, ça va pour moi. Parce que quand mon téléphone, il sonne et que c'est pour le boulot, quand je vois le nom de la personne, j'ai pas le seum. Je suis pas obligé de travailler avec qui que ce soit. C'est-à-dire que quand je vois ton numéro s'afficher, c'est parce que c'est moi, j'ai décidé de bosser avec toi. Et je peux m'en sortir d'un point de vue financier, jongler et avec ma vie de famille, et j'ai le support qu'il faut à ce niveau-là. Je choisis avec qui je veux bosser, c'est ma ligne de conduite. Du coup, on me retrouve pas. J'accepte tout le monde sur LinkedIn. Viens,
Mais pour bosser, j'accepte pas. Moi qui viens. Non, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Voilà, écoute, c'est la fin. C'est la fin. Et puis, de toute façon, peut-être que tu reviendras, mais sur d'autres sujets plus précis encore. Ah, on a un sujet à creuser là, c'est le côté spirituel, on a un autre sujet à creuser. T'inquiète pas, ça va venir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, comme je dis aux gens, vous êtes sur le média Massangu, c'est ça, hein, parler du sens du travail, de ses effets. Comme je dis toujours, le travail, c'est pas qu'un job, ce n'est pas que l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui fait que vous allez pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et on est là pour ça. Allez, on se dit à la prochaine. Et puis, abonnez-vous comme toujours, hein, abonnez-vous, partagez à des personnes qui souhaitent participer à ce podcast, à ce média. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des gens que vous voulez qu'on interviewe. Ce sera avec grand plaisir. Encore une invitation, bye. C'est moi qui te remercie. Ciao.